Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginations. Ah, alors c'est comme du sirop. Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour et bienvenue dans Comme du sirop, le podcast qui dépoussière la communication et le design graphique. Aujourd'hui, je te propose un épisode sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi oser sortir des codes traditionnels en communication visuelle? Salut Charles! Salut Anouk, ça va? Ouais, ça va super et toi? Impeccable. Écoute, oui, on va aborder ce sujet en fait qui nous anime au quotidien parce que on a tous été finalement confrontés à ce dilemme. Est-ce qu'on joue la sécurité ou est-ce qu'on ose l'audace? Donc aujourd'hui, on va plonger un petit peu ensemble dans les coulisses de ces décisions qui sont pas forcément évidentes à prendre pour le client. Mais nous, voilà, en fait, on va vous expliquer comment on l'accompagne, et, quel est le résultat et surtout pourquoi on agit comme ça, quoi. Alors pourquoi c'est si difficile d'oser dans la communication visuelle? D'abord parce qu'en fait, il y a une pression énorme à rentrer dans les cases. Qu'on soit une entreprise ou une marque, notre objectif premier, c'est d'être visible, lisible, reconnu et aligné avec les attentes du marché. Et ce réflexe-là, en fait, est souvent dommageable. Pourquoi? Parce qu'il nous pousse souvent à reproduire ou tout du moins à calquer ce qui marche déjà. C'est humain, mais c'est aussi ce qui nous empêche vraiment d'exister ou en tout cas de nous démarquer. Il y a aussi cette peur d'être incompris, de choquer, de déplaire, de perdre du coup une part de son audience. Et pourtant, c'est là que se joue le différentiel. Les marques qui nous impactent vraiment sont souvent celles qui prennent un pas de côté, qui se différencient par leur touche différenciante. Donc oui, j'ai envie de dire, il faut assumer cette voie d'esthétique nouvelle et une forme, oui, de déséquilibre visuel, mais qui attire et qui intrigue. Donc du coup, en fait, ça match. C'est ça qu'on va voir en détail et voilà, ça demande de la clarté stratégique. Pour finaliser ce petit chapitre, c'est aussi oser pour oser. Ça ne suffit pas. Tout à fait. Oser pour oser, ce n'est pas suffisant. Il faut être également prêt à défendre cette audace. Parce qu'elle sera forcément interrogée, questionnée, remise en question par l'équipe, par le client, par les utilisateurs, mais aussi par l'audience cible. Il faut pouvoir expliquer, contextualiser, en fait, porter cette vision jusqu'au bout, en être fier, l'assumer tout simplement. Oui, et accompagner en fait dans cette stratégie le client en fait, le rassurer, etc. Mais c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Tout à fait. On enchaîne sur cette partie quand oser peut tout changer et on a envie de vous partager 2 exemples précis, enfin notre propre expérience. On se souvient tous les deux, Charles, de ce projet d'entreprise familiale. Le brief au départ était plutôt simple et très traditionnel. Le client parlait de réassurance, de confiance, de forme minimaliste. Et voulait plutôt quelque chose d'illustré, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de bien plus profond, cette idée de cohésion, d'équipe, de force. Et très vite, on s'est dit qu'il fallait proposer autre chose. Oui, c'est là où on a voulu en fait lui proposer un univers complètement inattendu. En fait, il a été déjà surpris par la direction artistique qu'on avait pris. Mais du coup, voilà, en fait, on a osé le dynamisme, des formes un petit peu dans l'esprit flat design, très contrasté, un esprit un peu sport, parce qu'en fait, voilà, avec une inclinaison, un dynamisme dans la couleur et dans les formes. Mais au fond, le bleu et l'orange qu'on lui avait proposé, je crois de mémoire, avec la typographie justement un peu sportive, bah ça l'a surpris évidemment au départ. Mais au fond, en analysant un petit peu, en décortiquant ça de manière tranquille, le client en fait, a trouvé que ça collait un peu plus et complètement même à son image. Ça a tout changé. La marque du coup, elle est devenue plus visible, plus mémorable, plus différenciante. Et la marque familiale est devenue en fait incontournable. Ouais, elle a trouvé sa différence. Et j'ai aussi envie de dire que c'était presque naturel dans leur choix quand ils ont vu la proposition. Ils ont été peut-être surpris, mais en tout cas, ça collait parfaitement à ce qu'ils étaient. J'ai envie qu'on parle d'un autre exemple qui n'a vraiment rien à voir. Il s'agissait d'un rebranding de centre culturel
qui voulait vraiment incarner la transition, la transformation. On est parti au départ sur quelque chose d'assez minimaliste, une charte minimaliste, presque brutale, c'était presque un peu brut, où la typographie devenait vraiment un mouvement, un rythme, une pulsation. C'était assez loin des attentes au final, mais c'est ce qui a permis à ce lieu de se réinventer en respectant son ADN, sans trahir vraiment l'essence première Du centre culturel. de sa mission. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, sur ces deux exemples qui sont complètement différents, là, en fait, où ils se rejoignent, c'est qu'en fait, il y a l'effet de surprise. C'est-à-dire qu'au départ, le client, il a les propositions et du coup, en fait, il se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Est-ce que je me sens, en fait, aligné par rapport, en fait, à ce qu'on m'a proposé? Et puis, au fur et à mesure, l'idée, en fait, va comment dire, comme un bon thé, en fait, ça se diffuse ou ça infuse, et du coup, en fait, le client, en fait, il s'approprie complètement la proposition ou les propositions, et puis finalement, en fait, il est content et il se trouve bien avec. Ces deux exemples nous montrent que finalement, l'audace est souvent, comme je le disais, une question d'alignement, quoi. Quand la proposition graphique résonne avec un sens plus profond, même si elle bouscule les codes, et au final, le client, en fait, il est en accord avec ça, quoi. Complètement. Parfois, par contre, c'est l'inverse, ça marche pas. On peut en parler. On en parle. Allez, let's go. Parce que, oui, parfois, on peut sortir un petit peu des codes conventionnels ou des sentiers traditionnels. Et puis, on se prend un mur pleine face. C'est notamment le cas de cet exemple de campagne B2B où on avait opté pour une approche plutôt abstraite. Visuellement, c'était hyper marquant, mais par contre, clairement, le client n'était pas du tout prêt à prendre ce pas-là. Non, il n'était pas prêt et du coup, il était même, on peut dire, déstabilisé en quelque sorte. Et honnêtement, il n'a pas osé prendre ce virage créatif. Là, on s'est dit, voilà, il n'y a peut-être pas assez de pédagogie en fait par rapport à la proposition ou au pas qu'on avait pris de faire en fait ce genre de compo. Et du coup, l'idée était bonne, mais trop en avance ou trop brute, comme tu disais précédemment. En fait, il y avait un petit côté en fait, voilà, brut de coupe. Et on a appris qu'en fait, du coup, l'audace a besoin d'un écrin, d'un support, d'un cadre pour être comprise. Maintenant, voilà, en fait, avec du recul, on se dit, ok, on va proposer quelque chose de complètement décalé et de ouf, mais il faut accompagner, expliquer encore plus avec le client la démarche. C'était plutôt frustrant pour nous, mais c'est aussi une vraie leçon, un vrai moment de remise en question pour nous dans notre façon de gérer le projet. On a du coup réadapté, repensé notre façon de présenter les concepts et de créer du lien entre notre vision et la réalité du client. Et ça nous permet finalement d'élaborer véritablement un contexte pédagogique pour argumenter, positionner le projet et réassurer un maximum les axes créatifs face au client. Oui, c'est ça en fait. Donc on peut résumer en quelques mots. C'est vrai qu'en fait, plus de sens, plus de dialogue et un peu plus de temps dans la découverte de ce qu'on lui propose. Bon, l'audace, ok, mais l'audace tout doucement, avec un accompagnement qu'on fait avec le client. C'est quelque chose qu'on fait à deux, quoi. Du coup, Charles, comment on ose intelligemment? Pour nous, oser, ce n'est pas créer un choc visuel juste pour faire du buzz. C'est se poser une question, ouvrir un angle, voire même provoquer une réflexion plus générale et plus grande. Et pour ça, il faut bien connaître les codes du marché. C'est ce qui permet de savoir où appuyer pour détourner, surprendre et finalement aller jusqu'au bout de l'axe artistique. Chez du Zero Design, on parle souvent d'audace maîtrisée. On fait pas de l'audace pour de l'audace. Elle est guidée par une stratégie, oui, par une vision assez claire, comme tu dis. En fait, on se perd pas, on va droit au but et on sait pourquoi on prend ce risque, pourquoi on va être décalé, pourquoi on va générer en fait des questions, mais tout en restant fidèle à ce qu'on propose. Donc, c'est un design engagé, mais pas d'effet gratuit dans ce qu'on propose. Et puis, tu sais, il y a la question aussi du bon moment. Un bon design, même s'il est audacieux, il peut être foireux s'il arrive trop tôt ou trop tard. Si on est trop en avance sur le marché et si on est trop avant-gardiste, C'est ça. on n'est pas compris de son audience cible. Et à l'inverse, si on est trop en retard, on n'envoie pas le bon message.
C'est important de sentir quand c'est le bon moment pour une marque et pour une entreprise de se réinventer, de bousculer les attentes. Et là, c'est aussi notre rôle de le détecter pour accompagner sur ce changement et éviter un flop ou en tout cas quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, qui retombe comme un soufflé, quoi, on va dire. Exactement. Il faut que toute l'équipe, c'est-à-dire nous et le client, évidemment, soient alignés. La formule de l'audace, c'est, il faut pas être nous dans notre bulle créative sans embarquer personne. Il faut que tout le monde soit avec nous en expliquant, en rassurant, créer un contexte propice dans lequel cette différence devient une évidence. Tout à fait. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, comment se prépare l'audace ? Parce que ça ne se décide pas sur un coup de tête. Elle se prépare, elle se nourrit, elle s'ancre aussi dans la compréhension fine d'un contexte, d'un marché et d'une culture visuelle dans un secteur. On commence toujours par observer, décoder, analyser ce qui est attendu pour ensuite mieux s'en détacher et faire une proposition avec un petit effet inattendu, ce fameux effet waouh. L'effet waouh, effectivement, c'est une espèce de recette en fait, cette préparation de l'audace. C'est un processus, avec des habitudes bien rodées. On collecte des rêves, des références, on teste des variations bien sûr, on scénarise même les réactions qui sont envisageables, possibles. Et également, on imagine ce que dira aussi le client. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'anticipation aussi sur ce que pensera l'audience, quoi. On construit toute une argumentation solide pour accompagner la proposition ou les variations qu'on va présenter. Donc, je dirais que oui, l'audace, c'est une recette qui se prépare comme une prise de parole ou un discours. Ça se prépare avec des balises, comme ça, des repères. On ne l'improvise pas, quoi, en fait. Ça, c'est un travail de fond, quoi. Effectivement, l'audace ne se fait pas sur un coup de tête. C'est vraiment un choix stratégique au final. Même s'il y a beaucoup de clichés, qui vont vers le sens, l'audace, c'est rapide, ça se fait comme un éclair, etc. Je pense que c'est une préparation avant tout, quoi. Oui, l'idée, c'est pas de faire un buzz pour un buzz, en fait. Exact. C'est de préparer, parce qu'on est vraiment sur un positionnement et qui est sur du long terme. Donc, si on se lance sur cet axe-là, il faut que tout le monde soit OK et ouvert pour ça. Clairement, quand on a préparé et qu'on sait où on va et qu'on a vraiment une sorte de onboarding, on se sent légitime en plus. Et plus on va se sentir légitime et plus on va aller loin dans cet axe. C'est pour ça qu'il est important de créer un cadre de confiance avec son client pour pouvoir l'emmener le plus loin et le plus loin qu'il aurait pu imaginer. Enfin, l'emmener là où il serait pas allé tout seul au final. Oui, ça c'est un peu le rôle clé en fait du Siro Design, c'est vraiment d'accompagner de A à Z évidemment, mais également en fait de faire comprendre, d'aller jusqu'au bout en fait de ce qu'on a voulu lui proposer et qui soit en adéquation avec jusqu'au bout. Donc on présente une identité audacieuse. J'ai envie de dire, c'est un peu aussi notre art, notre spécialité. Mais il s'agit pas seulement en fait de montrer une planche graphique, comme tu le dis en fait. Il faut raconter une histoire, expliquer le pourquoi du comment, le choix, le cheminement, la logique derrière l'émotion, évidemment. Mais également une présentation construite qui transforme la surprise finalement en adhésion, quoi. Tout à fait. On ne livre jamais une idée comme ça, brutalement. On la met toujours en situation, on la scénarise, on montre ce qu'elle va provoquer, ce qu'elle va révéler. En fait, on aide au maximum le client à se projeter, à se reconnaître dans ce nouveau territoire d'expression visuelle. Oui, et c'est pas brut. On y va crescendo, j'ai envie de dire. On propose une version radicale, une version en fait un peu plus médiane, une version douce. Et c'est en comparant en fait que le client, en fait, il se rend compte finalement que ça peut lui apporter de l'audace en choisissant la version en fait un peu plus décalée, j'ai envie de dire, avec l'effet waouh. Donc c'est important de construire évidemment ce qu'on propose et ce qu'on lui soumet, mais également aussi de construire une certaine confiance avec lui, de l'accompagner. Le client en fait qui comprend la démarche va tout de suite en fait adhérer. Il va pas avoir de retenue, pas de frein. Donc du coup, ça va être aussi plus facile pour nous et pour lui d'avoir en fait cette proposition dans les mains, quoi. Tout à fait. Du coup, on va parler des clés de la réussite d'un projet audacieux.
Ce qui fait la différence entre un projet audacieux réussi et un projet qui passe à côté, ce sont souvent des éléments hyper concrets. Le premier, c'est l'écoute. Ça peut paraître un peu basique quand tu le dis comme ça, mais c'est fondamental. Écouter vraiment le client, ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Parce que l'audace efficace, c'est celle qui révèle, c'est pas celle qui impose. Oui, il faut une cohérence. Une cohérence avec le projet que tu proposes. Pour qu'il fonctionne, il doit être tenu de bout en bout, dans le ton, dans les visuels, dans les déclinaisons qu'on soumet. C'est pas juste un coup d'éclat. Ça aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais voilà, c'est une direction, une posture, une ligne différente qui se retrouve dans chaque détail. Après, le client, en fait, il se plonge dedans, mais avec une certaine cohérence. Tout à fait. On a besoin aussi de rigueur. Ce n'est pas parce qu'on ose qu'on fait n'importe quoi. Chaque choix doit être argumenté et chaque choix stratégique, même audacieux, doit être pensé. C'est cette rigueur-là, en fait, qui fait que l'audace devient puissante et pas juste provocante. Cela nécessite beaucoup de pédagogie au niveau du choix client, même si le client il est OK avec ses choix stratégiques et avec ce design audacieux. Cela nécessite aussi d'accompagner son audience cible. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de partir sur cette ligne audacieuse que ça suffit. Il faut vraiment accompagner son audience jusqu'au bout pour justement avoir une communication efficiente et qui fonctionne et avoir une adhésion et que les gens fédèrent autour de cette idée nouvelle. Oui, c'est ça en fait. Plus en fait l'accompagnement sera fort, plus le client en fait sera dans cette proposition et dans son choix. Et donc, il va croire très, très fortement à ce projet, il va se projeter, il va y croire assez fort, finalement, pour embarquer les autres, quoi, en fait, et son audience. Voilà, la vraie audace, j'ai envie de dire qu'elle est contagieuse. Lui, il va être dans son truc à fond, et également, il va embarquer, en fait, tout son petit monde avec lui. Oui, et cela nécessite aussi un excellent plan de communication autour. Moi, j'ai des idées de très grandes marques en tête qui ont choisi l'audace et qui malheureusement n'ont pas l'effet escompté et font plutôt fuir la clientèle de cœur. Je pense que si on décide un rebranding, une refonte avec justement des écarts audacieux, le choix du patron ne suffit pas. Le choix de cœur du patron doit être aussi capable d'alimenter l'ensemble en fait de l'audience pour pouvoir l'emmener avec ses propres choix personnels, mais aussi stratégiques. Oui, tu pensais en fait à une marque, sans la citer, en fait, une marque automobile, par exemple, non? Une marque un peu premium, un peu... tu vois, j'ai pensé à un slip et je tu vois. pensais... et je pensais aussi à une marque automobile de luxe, ouais, tout à fait. Qui est tombé en fait à côté, en fait, on va dire, de la cible et du coup, en fait, le rebranding n'a pas fédéré. On sait pas encore, il faut attendre, j'imagine, encore un peu avant de s'avancer. Laissons-lui un peu de temps, oui. Mais c'est vrai que ça prend pas forcément les bonnes prédispositions, en tout cas actuellement. Et c'est pas un problème de choix stratégique, c'est un problème d'accompagnement et de communication pour le coup. Tout choix est bon à partir du moment où en fait il est argumenté, il est accompagné et il est vulgarisé. On peut pas faire un choix tout seul dans sa bulle, c'est pas possible. Surtout quand on est une marque connue et reconnue et qu'on a une audience fidèle, on peut pas se permettre de faire le choix dans un format vertical. L'horizontalité est la clé et pour être horizontal dans sa communication, justement, il faut parler, il faut engager son audience pour qu'elle... Même tester, en fait, on va dire. C'est ça, pour qu'elle se sente aussi concernée par ses choix. C'est important. Et plus on va être connu et plus les refontes de ce type-là, c'est pas qu'elles sont risquées, mais c'est une prise en fait de risque, mais c'est aussi une prise de modernité. Moi, perso, j'adore ce qu'ils ont fait, mais ça aurait nécessité un véritable accompagnement de communication derrière. Vraiment. Donc, c'est la clé de la réussite. Suite au prochain épisode, on va dire. C'est ça. Pour conclure cet épisode, Charles, j'ai envie de dire que oser, c'est aussi se rencontrer avec soi. Ce qu'on retient, en fait, c'est qu'en design, quand on ose, ce n'est pas forcément se mettre en danger gratuitement. On vient d'ailleurs juste d'en parler. C'est une posture d'ouverture. C'est une manière de dire profondément ce que nous sommes et ce que nous avons à dire. C'est parfois inconfortable, mais c'est intéressant aussi de sortir de cette zone de confort. C'est là que naissent les projets les plus grands et les plus fous. Oui, en fait, tu me fais un petit peu la passerelle. C'est vrai que oui, j'ai envie de dire, oser,
c'est aussi de se rapprocher de ce qu'on est profondément. On parlait d'alignement tout à l'heure, ben voilà, on est en plein dedans. Mais également, en fait, en tant que marque, en tant que créatif, en tant même qu'humain, on peut dire, c'est accepter aussi de ne pas plaire à tout le monde. Il y a une partie, en fait, de ton auditoire, j'ai envie de dire, en fait, on peut le dire comme ça. C'est aussi, ben voilà, de parler fort à ceux à qui on veut vraiment parler. C'est-à-dire, en fait, de mettre un petit peu D'être en résonance, en fait. d'être en résonance, effectivement, mais tout en mettant, en fait, un éclairage fort sur ce qu'on veut vraiment dire, quoi. Exactement. La plupart du temps, quand on veut parler à tout le monde, très souvent on dit qu'on ne s'adresse à personne. L'important, c'est de résonner auprès de son cœur d'audience, celle avec qui on a envie de se connecter. Et c'est là, en fait, qu'il faut vraiment appuyer. Moi, j'ai envie de dire que pour ceux qui nous écoutent, ceux qui hésitent à sortir du cadre, à aller dans d'autres voies possibles avec leur logo, leur typographie ou tout simplement une association colorimétrique audacieuse, c'est-à-dire qui change de ce que l'on a l'habitude de voir, j'aimerais que l'on se pose cette question. C'est qu'est-ce que j'ai envie de dire vraiment? Et comment j'ai envie de le dire d'une manière juste pour moi, mais impactante et différenciante? Oui, c'est vraiment une question importante qu'il faut en fait mettre en évidence. Et en fait, j'ai envie de dire également, on espère aussi que tout ce qu'on a dit sera inspirant en fait et provoquera en fait ce petit risque créatif en plus chez vous pour créer des choses complètement sublimes, quoi, en fait. Ouais, moi je finis là-dessus. La vie, c'est l'audace. Et c'est ce qui fera la différence. Cultivons notre audace et restons nous-mêmes. Merci Charles pour cet épisode. J'ai adoré faire cet enregistrement avec toi. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Comme du sirop. Merci Anouk. À bientôt pour un prochain épisode. Et puis, ciao, ciao. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.